Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, il est candidat à sa propre succession. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a annoncé dimanche qu'il sera candidat à la présidentielle du 26 août pour un troisième mandat. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Le Sénégal veut attirer davantage d'investisseurs. Pour ce faire, les autorités soutiennent que le climat des affaires est favorable. Même observation du côté de la direction de la prévision et des études économiques. La gastronomie camerounaise par Trésor Nula, l'entrepreneur culinaire, puise depuis 2017 dans le répertoire gastronomique national et dans le terroir local. Mais tout d'abord, la levée par l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, de la suspension du Mali de ses organes et institutions. La mesure avait été prise en janvier 2022 afin de sanctionner l'intention du pouvoir militaire malien, avec à sa tête le colonel Assimi Goïta, de se maintenir au pouvoir. Le Mali est ainsi réintégré au sein de l'UEMOA. La fin des sanctions a été actée lors de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA qui s'est tenue le 8 juillet en Guinée-Bissau. Le président sortant Ali Bongo Ondimba a annoncé hier dimanche 9 juillet sa candidature à l'élection présidentielle qui aura lieu le 26 août prochain au Gabon. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, 64 ans, briguera un troisième mandat. Ali Bongo Ondimba, tenu éloigné de longs mois de la scène publique, puis limité dans ses apparitions après un AVC en 2018. L'opposition et une partie de la société civile s'interrogent depuis sur sa capacité réelle à gouverner le pays. Le président sortant, Ali Bongo Ondimba, a été élu pour la première fois en 2009, puis réélu de justesse en 2016 à l'issue d'un scrutin contesté. Et concernant cette nouvelle candidature, elle devra à présent être validée par son parti, le PDG, le Parti démocratique gabonais, qui tient ce lundi son congrès d'investiture. Je vous propose d'écouter le chef de l'État gabonais qui confirme sa candidature. Mes très chers compatriotes, Gabonaises, Gabonais, vous continuez d'écrire cette histoire et ce futur ensemble parce que rien ne compte davantage que la réussite de notre pays. Parce que rien ne compte davantage que votre réussite à vous. J'annonce officiellement, aujourd'hui, je suis candidat. Candidat pour poursuivre le travail. Candidat pour amener le Gabon plus loin, beaucoup plus loin. Candidat pour gagner la bataille économique. Candidat pour gagner la bataille du travail. Candidat pour gagner la bataille du changement. Nouvelle attaque meurtrière au Burkina Faso. 22 civils, dont 20 supplétifs de l'armée, ont été tués dans deux attaques qui ont eu lieu vendredi dernier dans le nord et l'ouest du pays. Deux attaques de terroristes présumés. La première a été perpétrée contre le village de Kog Sablogo, près de Boulsa, dans la région du centre-nord. La deuxième attaque a eu lieu à Fo, dans la province du Oued, à l'ouest du pays. Le Burkina Faso pris depuis 2015 dans une spirale de violences terroristes qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Depuis 8 ans, les attaques ont fait au moins 10 000 morts. Après avoir récemment instauré une exemption de visa en faveur de Djibouti et des Comores, le Kenya continue de promouvoir la levée des restrictions, mais cette fois en faveur du Congo-Brazzaville. Vendredi dernier, lors d'une rencontre avec le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, le chef de l'État kényan, William Ruto, a réitéré la nécessité d'une libre circulation des personnes et des biens. Reportage d'Eva Panzou.
Le partenariat entre la République du Congo et le Kenya se raffermit de plus en plus depuis l'élection de William Ruto à la tête de l'État d'Afrique de l'Est. Au cours de sa première visite de travail en République du Congo, le président de la République du Kenya a rendu effective l'exemption de visa pour les Congolais désireux de voyager au Kenya. Le protocole d'accord qui a officialisé cette disposition a été signé ce samedi 8 juillet 2023 au Palais du Peuple par les ministres des deux pays. We can build the capacity for us to trade, to do investment. Nous pouvons renforcer notre capacité à commercer, d'investir, de déplacer les gens, de déplacer les idées, et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons signé ce matin l'accord qui abolira l'obligation de visa entre le Kenya et le Congo. Que nos hommes d'affaires puissent se déplacer librement, nous pouvons mieux commercer. We can trade better. Ce sont au total 18 accords qui ont été signés dans le cadre du renforcement de la coopération entre la République du Congo et le Kenya. On peut noter, entre autres, le mémorandum d'entente sur la coopération dans le domaine du tourisme, le mémorandum d'entente sur la coopération bilatérale dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage, le protocole d'accord dans les domaines des mines et de la géologie. C'est dans ces conditions que nous pourrons développer véritablement le commerce intra-africain et réaliser la véritable intégration économique en Afrique. Nous en avons la volonté et les accords que nous venons de signer sont en réalité la manifestation de cette volonté. Au cours des prochains mois, le Kenya compte installer sa représentation diplomatique à Brazzaville afin que les Congolais ne dépendent plus de l'ambassade de Kinshasa voisine pour effectuer leurs formalités de visa. Un des dossiers qui devrait également être considéré au niveau des échanges entre les deux États est celui de la compagnie Kenya Airways qui ne dessert plus le Congo depuis plusieurs années. Le forum Invest in Sénégal, ce rendez-vous économique d'envergure qui s'est tenu à Diamniadio, près de la capitale Dakar, a refermé ses portes samedi. Des investisseurs sénégalais et internationaux étaient présents à cette rencontre. Cet événement visait à consolider l'image du Sénégal en tant que destination favorable à l'investissement. L'occasion pour nous de nous pencher aujourd'hui sur les opportunités qu'offre ce pays d'Afrique de l'Ouest et de nous demander si le climat des affaires est réellement favorable. C'est un sujet signé à Menedji. Renforcé de 8,2 points au mois de décembre 2022 par rapport au mois précédent, selon l'enquête d'opinion réalisée durant cette période par la direction de la prévision et des études économiques DPEE basée auprès des chefs d'entreprise, le Sénégal est un pays favorable à l'investissement. Le gouvernement a pris des mesures importantes pour améliorer l'environnement des affaires du pays qui demeure très attractif en termes d'opportunités. Si vous prenez les investissements directs étrangers, en termes d'investissements directs étrangers, aujourd'hui nous sommes 8e au niveau de l'Afrique, 3e au niveau de la CEDEAO et 1er au niveau de l'UEMOA. Tout ça, c'est favorisé par le fait que nous avons mis en place un dispositif d'abord d'allègement fiscal, de régime incitatif, mais aussi de l'amélioration de l'environnement des affaires avec la réforme du Code des investissements, la mise en place de lois spéciales sur les zones économiques spéciales. Nous avons réformé la justice commerciale. Nous avons mis en place un certain nombre de procédures pour alléger la création des entreprises. En matière de protection des investissements, le Sénégal met en œuvre depuis 2013 le programme de réforme de l'environnement des affaires et de la compétitivité PREAC. Avec un taux de croissance du PIB de 6% en 2022, le Sénégal est classé parmi les 3 économies les plus dynamiques d'Afrique, juste derrière la Côte d'Ivoire et la Tanzanie. Aujourd'hui, on peut dire qu'en 2021, si on regarde la croissance que le Sénégal est en train d'afficher, en estimé qu'aujourd'hui, la question de revenir sur la trajectoire de l'émergence avant Covid est entamée, parce qu'on a fait 6,1% de taux de croissance. Au Sénégal, de nombreux changements ont été apportés à l'instar de la suppression du capital social pour la création d'une salle société à responsabilité limitée, la création de guichets uniques pour la constitution d'une entreprise, la réduction des taxes pour les sociétés ainsi que les différentes incitations fiscales permises par le Code des investissements. L'instauration de 52 mesures a propulsé le pays parmi les 10 meilleurs réformateurs au monde par la Banque mondiale et ses partenaires.
La gastronomie camerounaise et sa grande diversité. Trésor Nula ont fait la promotion, une valorisation des recettes traditionnelles qu'ils s'approprient avec des touches personnelles. Mais l'entrepreneur culinaire se veut toujours au plus près des saveurs locales. Reportage Nathalie Mo. La gastrodiplomatie est une discipline apparue au début des années 2000 sur la scène internationale. Au Cameroun, l'entrepreneur culinaire Trésor Nfoula, 30 ans, plus connu sous l'appellation Doc Bidi, manie avec brio cet art depuis 2017. Adepte de cuisine qui refuse cependant le titre de chef, il croit fermement à la promotion de l'identité culturelle africaine grâce au mets du terroir sous l'étendard de son projet Panafoodies. Honnêtement, pour moi, l'art culinaire, c'est la base de beaucoup de choses. L'art culinaire est la base même de la diplomatie. Pour faire découvrir ton pays, même culinairement, tu le fais très bien découvrir. Pour moi, vraiment, le plus important, mon rêve, c'est de pousser l'art culinaire africain et camerounais idéalement. Après une tournée africaine en 2022-2023, où il a su valoriser à travers des vlogs la cuisine africaine, Doc Bidi est désormais reconnu par le gouvernement camerounais. Ayant rencontré le ministre du Tourisme et des Loisirs de son pays, Bello Bouba Maïgari, Doc Bidi s'est dit fier d'endosser la casquette d'ambassadeur touristique du Cameroun. Être un élément primordial, premium du tourisme au Cameroun, parce que vraiment, je vous assure, il y a tellement de mets au Cameroun. Au Cameroun, tu peux faire 300 jours, tu peux faire une année. Chaque jour, on te sert un plat, tu manges différents plats chaque jour. Et c'est ça qui est magnifique. Pour Doc Bidi, vendre la gastronomie du Cameroun implique l'amélioration de la chaîne de valeur agricole locale. C'est dans cette logique qu'il a déclaré entretenir un rapport privilégié avec les agriculteurs et éleveurs de son pays. Cette vision, chez lui, porte une empreinte particulière, celle de l'utilisation de l'huile de palme brute dans toute sa recette. Direction maintenant le Maroc, où le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, s'est exprimé sur l'état des infrastructures sportives. Le dirigeant de la CAF parle d'infrastructures de classe mondiale. C'était à l'occasion de la tenue vendredi dernier à Rabat de la réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football dans le nouveau siège de la Fédération royale marocaine de football. Joël Ballot. Direction maintenant le Maroc, où le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, s'est exprimé sur l'état des infrastructures sportives. Le dirigeant de la CAF parle d'infrastructures de classe mondiale. C'était à l'occasion de la tenue vendredi dernier à Rabat de la réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football dans le nouveau siège de la Fédération royale marocaine de football. Joël Ballot. Promouvoir le sport à travers des infrastructures de qualité est la vision du roi du Maroc, Mohamed VI. Une vision partagée par la Confédération africaine de football qui a salué le nouveau siège de la Fédération royale marocaine de football à Rabat ce vendredi 7 juillet. En plus de répondre aux normes internationales, cette infrastructure et les différents stades de football au Maroc sont des exemples de coopération à encourager entre le gouvernement et la Fédération de football. Nous aimerions féliciter la Fédération royale marocaine de football et notre frère Fouzi Legja pour le siège de classe mondiale. L'excellent siège que nous avons visité, les stades et infrastructures de football de classe mondiale au Maroc sont de bons exemples de succès et des réalisations qui peuvent être accomplies grâce au partenariat entre nos gouvernements africains et nos associations nationales de football. Grâce à une vision très poussée du football, le Maroc, 11e au classement FIFA 2023, est la première nation africaine devant le Sénégal, classé 18e. Son parcours au cours de la Coupe du Monde au Qatar en 2022, où il est sorti en demi-finale, et son trophée lors de la CAN U23 remportée à domicile le 8 juillet en sont de véritables exemples. C'est une occasion, et au nom de la famille du football, de réitérer notre considération à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, pour ses initiatives clairvoyantes et qui nous permettent aujourd'hui d'être là, dans un espace de football de qualité et standard mondial, et qui, évidemment, vient renforcer les édifices footballistiques de notre pays.
Avec 6 stades homologués par la CAF et la FIFA et une impressionnante logistique, le royaume chérifien se positionne comme un hub de football africain. Aujourd'hui, avec ses infrastructures, le Maroc estime avoir les capacités d'accueillir les compétitions internationales d'envergure comme la Coupe du Monde 2030. Le journal de la rédaction, merci de votre fidélité. L'actualité se poursuit sur Africa 24.